Bienvenue dans l'art de faire éclore la vie, un podcast sur l'épanouissement humain au travail et dans la vie. Je suis Arnaud Billard et aujourd'hui, pour ce premier épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Ruth Benaroche. Bonjour Ruth. Bonjour. Et donc, je pense que Ruth a un parcours qui va intéresser beaucoup parmi vous et ses activités, je pense, rejoignent parfaitement le thème de ce podcast. Donc, ce que je voudrais peut-être faire pour commencer, Ruth, c'est te demander de te présenter en quelques mots. Euh, alors, c'est toujours un petit peu compliqué pour moi de me présenter parce que ça rejoint des étiquettes. On va dire que je suis un individu qui navigue entre l'artistique et la psyché et qui essaye de travailler l'artistique par la psyché et de mettre au service de la psyché l'artistique. Plus concrètement, du coup, je suis comédienne, chanteuse et metteur en scène d'un côté et art thérapeute et psychanalyste d'un autre. Voilà. Très bien. Alors, ce qui est peut-être intéressant dans le cadre de ce podcast, on parle d'épanouissement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui t'a amené à l'art-thérapie? Et puis peut-être tout simplement, si je vais faire une double question en une, finalement, qu'est-ce que l'art-thérapie? De quoi on parle? Ouh. Alors, je vais commencer par la deuxième question. Mhm. L'art thérapie, c'est le fait de se servir du média artistique. Donc, on entend souvent les arts plastiques, hein, la peinture, le modelage, etc. On oublie qu'il peut y avoir la danse, le théâtre, le chant, euh, plus le domaine du spectacle vivant. Euh, pour ma part, je vais utiliser plus le théâtre, le chant et l'écriture. Et plus spécifiquement la voix. Donc la voix mise en mouvement par le théâtre, incarnée on va dire, la voix chantée et la voix qui va s'écrire sur un papier. Mais en ne perdant jamais de vue que l'objet pour moi, dans ma façon de travailler, c'est la voix. Comment j'y suis venue? En fait, au départ, sans du tout penser à l'art-thérapie. J'ai commencé des études de psycho. J'ai commencé en même temps le théâtre, sachant que j'étais d'une extrême timidité et que le théâtre, ça a été un accident parce qu'une copine m'a parlé du conservatoire où elle était en me disant que je devrais y aller parce que j'étais tellement drôle en discutant avec elle ce jour-là. Je ne sais pas pourquoi. Euh, et donc j'ai saisi presque la branche, hein, parce qu'à l'époque, c'était vraiment, mais vraiment pas du tout dans mes perspectives professionnelles. Et donc petit à petit, le théâtre, la psycho, et puis ensuite le chant, et puis ensuite j'ai appris la langue des signes parce que mon ami d'enfance a eu des enfants sourds. Euh, j'ai commencé un travail analytique, donc avec un psy. Et tout ça n'a cessé de se mêler, de se mêler, de se mêler, jusqu'à ce qu'on me propose des ateliers théâtre en psychiatrie, euh, donc à mettre en scène des spectacles avec des patients en psychiatrie, où là, j'y suis allée la peur au ventre, mais tout s'est fait très, très naturellement. Et au départ, c'était artistique, seulement artistique. Pour moi, vraiment, j'y allais en tant que metteur en scène. Et, euh, et c'était, voilà, je ne pensais pas au côté thérapeutique. Et il se trouve que petit à petit, ça a cheminé sur moi. Je me suis rendu compte que le théâtre, le chant, était thérapeutique pour moi. Et mon activité de thérapeute était un peu sur le côté. Et petit à petit, en cheminant, il se trouve que l'artistique, l'importance que j'accordais à l'artistique a un petit peu diminué. Et le soin a pris de plus en plus de place parce que je voyais tellement les bienfaits que ça avait sur chaque patient que là, voilà, j'y suis allée plus et du coup vers l'art-thérapie à proprement parler. Voilà.
D'accord. On est Je sais pas clairement si dans ça le... va. Non, c'est très bien parce qu'en fait, on est clairement dans le thème où je trouve nos différences peuvent apporter un certain nombre d'éléments de réflexion pour ceux qui nous entendent. Moi, je suis, comme tu le sais, un ingénieur. J'ai été habitué à travailler sur du concret, certes de la créativité, de la création, mais dans un environnement professionnel où on parle de résultats tangibles et rapides. Et je trouve que c'est intéressant de voir ton cheminement personnel. Et dans ce cheminement personnel, il y a quelque chose que moi, je n'ai pas intégré avant un petit moment. Alors, je vais faire peut-être référence à une collègue qui est devenue amie plus tard, il y a plus de 10 ans maintenant, elle m'avait dit écoute ton corps. C'est Lydia, si elle écoutera à un moment ou à un autre ce podcast. Et ça voulait rien dire pour moi. Et je trouve intéressant d'échanger avec toi parce que effectivement, ne pas écouter son corps qui est finalement le véhicule de ton âme, c'est peut-être une réflexion importante à avoir. Et alors, on va peut-être, si tu veux bien, peut-être se cadrer, ou en tout cas se focaliser sur la partie voix, et puis l'expression artistique, comme tu le disais, par rapport à l'aspect thérapeutique. Comment, je dirais, l'expression artistique, comment elle permet d'accéder à des choses que peut-être les mots ne peuvent pas dire. Et tu vois comment également, tu parles de la voix, comment la voix, je dirais de manière générale peut-être le corps, mais comment quel est le rôle en fait du corps ou de la voix dans le processus créatif et thérapeutique? Parce que pour moi, ou peut-être ceux qui nous écouteront, c'est quelque chose qui est un petit peu compliqué à comprendre. Voilà, je parle et Mm, je vais en tirer quelque chose. Comment tu fais et quel est le cheminement? mm. Alors, ça fait beaucoup de questions en une, mais Mm. je vais rebondir sur ce que tu disais par rapport au corps et cette phrase que ton ami t'a énoncée et où tu t'es dit, bon, bah, quoi. Euh, écoute ton corps, c'est aussi écoute ta voix. Écoute ta voix, c'est aussi écoute ton corps dans le sens où le travail vocal est à la croisée du physiologique, du corporel, de l'historique dans le sens histoire personnelle, de l'historique dans le sens histoire de nos ancêtres. Je vais expliquer. Euh, de l'entrée dans le langage, du côté émotionnel, du lien à l'autre. Et en fait, la voix regroupe tout ça. C'est-à-dire que je ne perds jamais, jamais de l'esprit quand j'accompagne quelqu'un, euh, que notre voix à tous est née dans le ventre de notre mère. Ça paraît bizarre de le dire comme ça au départ, mais on oublie qu'en fait, dès la première cellule de l'embryon, euh, cette cellule se fabrique avec les vibrations du corps de la mère, du corps, les vibrations de la voix de la mère à l'intérieur de son corps à elle. Donc c'est d'abord une Euh, écoute, c'est peut-être ça que tu veux dire? D'abord l'écoute et les sensations liées à ces même, vibrations? même pas, même Même pas, pas. parce qu'en fait, une cellule, elle n'entend pas encore. Mhm. C'est-à-dire que la chair de cet embryon, tout, tout son physiologique se fabrique au rythme du cœur de sa mère et avec les vibrations de la voix, mais les vibrations qui ne sont que physiques au départ, qui ne sont pas entendues, puisque le système auditif se fait, je crois qu'il commence, j'ai peur de dire des bêtises, donc je vais rien dire, mais à quelques semaines de Mhm. gestation. Donc au tout départ, ce n'est ce ne sont que des vibrations et des messages physiologiques, des neurotransmetteurs, des hormones, etc. Donc le côté émotionnel qu'on sait complètement générateur de neurotransmetteurs, d'hormones, etc. Et le côté vibration physique commence déjà à fabriquer l'embryon. Ça, je pense qu'on le néglige. Personnellement, je ne le perds jamais de vue. C'est-à-dire que la voix est d'abord physiologique, est d'abord vibratoire.
Mhm. avant d'être sonore en fait. Euh, Vient ensuite le système auditif et donc le fœtus qui commence à devenir, enfin voilà, qui passe de l'embryon au fœtus et qui commence à entendre un peu plus distinctement et qui a reçu les vibrations, mais qui maintenant peut sentir ou entendre le son de la voix de sa mère plus ce qui l'environne. Donc là, ça reste encore du physiologique et ça peut rejoindre un petit peu le corporel. Ensuite, il y a la voix du papa qui est autour, il y a les voix environnantes, et ensuite il y a la naissance. À la naissance, euh, il y a ce premier cri qui vient sur le premier souffle, et donc le souffle et la voix se lient. Et puis ensuite, il y a l'entrée dans le langage, d'abord par l'écoute, et puis après, au niveau moteur, de pouvoir commencer à vibrer. Et avant ça, j'oublie le babillage. Le babillage qui sont voilà, des tentatives de mimer euh, les paroles environnantes, etc. Donc voilà, pour le départ, pour moi, la voix, c'est déjà ça. C'est-à-dire que c'est d'abord de l'histoire. Ensuite, il y a l'entrée dans le langage. Ensuite, il y a le début des phonations, on va dire, pour pas dire des chansons. Et puis, toutes les réflexions qu'on va entendre. Oh, tu chantes faux, arrête. Oh, tu chantes trop fort. Oh, c'est beau comme tu chantes. Allez, encore, etc., etc. Et là, commence à se fabriquer cette histoire liée à la parole. Et donc, la voix qui devient parole, qui devient mimétisme de ce qu'on entend autour, etc. Donc voilà, en gros, ça fait déjà une bonne partie d'histoire, tout ça. Et ça, on l'oublie. Et ça veut dire qu'une personne qui veut commencer à chanter, elle se pense débutante en chant. Alors qu'en fait, pour moi, on n'est pas chanteur, on est chanté, en fait. On n'est pas musicien, on est musique. Euh, euh, c'est tout bête, mais la musique qui est liée à la voix et au chant, pour moi, l'évidence totale, c'est que le premier rythme, c'est le rythme du cœur de la mère, et Ouais. puis ensuite le nôtre, qui à la naissance se sépare et va faire un rythme autonome, mais au départ c'est un mimétisme du cœur de la mère. Donc la musique, c'est pas pour rien qu'il y a toujours des percussions qui viennent nous donner un rythme, et puis les bruits du corps de la mère qui font des petits accompagnements, et puis sa voix qui va être la mélodie. Donc pour moi, on est musique aussi. Voilà, tout ça, c'est pour tracer un petit peu le concept. Et après, au niveau de la pratique, si c'est ça la question, Oui, oui, j'ai exactement. quelque chose Oui, à... parce qu'en fait, la Oui. question, ce que je voulais te dire, c'est dans quelle mesure le travail sur la voix permet dans tes accompagnements d'aider les gens à se sentir mieux. Voilà, je pouvais Mm. pas ne pas tracer Oui. ce Mhm. départ-là parce que justement, c'est la genèse qui va faire qu'après on se sente bien ou mal par rapport à sa propre voix, euh, qui va faire qu'on la pose ou pas. Qui, je sais pas, on entend, hein, quand on est un peu stressé, on va avoir une voix un petit peu qui va serrer ici ou voilà. Enfin, il y a des choses en fait, la voix va être une conséquence de notre état. Et donc, pratiquement, pendant les séances, alors, il peut y avoir des personnes qui viennent me voir pour des cours de chant, et à ce moment-là, on va vers le chanté esthétique, on va dire, ou des personnes qui viennent me voir pour de l'art-thérapie, et là, c'est sensiblement le même départ, mais ensuite, ça se transforme dans le sens où, pour l'art-thérapie, les personnes vont décider de leur chemin et de ce qu'elles veulent faire. Est-ce qu'elles veulent chanter librement en improvisation? Est-ce qu'elles veulent chanter un chant du répertoire, etc. Donc, pour tracer une séance lambda, s'il en est une, il y a toujours un moment de relaxation, de détente, pour à la fois détendre son corps parce que la voix se pose quand le corps est détendu, mais également parce que euh, il est important de prendre
la température de son corps, la mesure de son corps, la conscience de son corps, de prendre conscience des différentes parties de son corps, et puis surtout de la respiration. De laisser l'air entrer librement, de le laisser sortir librement, de faciliter le passage, sachant que la voix, c'est 70 à 80% d'air. On ne peut pas, on ne peut pas exister sans air, on ne peut pas parler sans air, on ne peut pas chanter sans air. Et d'ailleurs, je le vois, je travaille en hôpital en réhabilitation respiratoire. Les personnes qui ont des pathologies respiratoires perdent leur voix. Donc là, c'est vraiment flagrant. Donc voilà, on commence toujours par ce temps de relaxation, ensuite un temps de respiration vraiment en conscience avec des exercices de respiration. Euh, et ensuite, une visite des résonateurs, voir comment la voix peut, en soulevant le voile du palais, monter et donner un autre son, voir comment elle peut s'installer au niveau de la poitrine et être plus ancrée, voir comment on peut rajouter une ouverture devant. Voilà, ça c'est vraiment on va dire un alphabet technique que je place au départ pour qu'on ait justement un même alphabet. Et ensuite un temps de balade vocale. Euh, je préfère appeler balade vocale plutôt qu'improvisation, même si Mhm. finalement ça revient à ça. Un chant libre et spontané pour que les personnes puissent petit à petit, de séance en séance, trouver leur ouverture. J'aime travailler sur la notion de l'envol, la sensation de s'envoler pour vraiment ouvrir tous les, tous les endroits qui peuvent obstruer le son et l'air. Voilà. Et après, un temps sur un morceau. Donc là, ben, ça dépend des personnes. Des personnes vont vouloir, pour se rassurer, un morceau qui existe. Comme ça donne un cadre à l'intérieur duquel on peut se libérer. D'autres personnes vont préférer chanter spontanément, librement, pendant un long moment, visiter leurs émotions et après en parler. Euh, D'autres vont avoir envie d'écrire leurs textes et de les chanter aussi. Et là, c'est un moyen de laisser venir la parole, mais en chanson. Voilà. Et là, je donne trois directions, mais finalement, il y en a autant que d'individus, dans le sens où, pour moi, c'est important que chacun crée son chemin. Je, je donne je mets des lumières sur le chemin, on va dire, mais c'est important de comprendre que la finalité, c'est que l'humain est un créateur et que la société euh, tend à nous barrer la route sur la création et que c'est important de retrouver cette essence-là, euh, l'essence de l'humain qui est fait pour créer et que ben, notre chemin, il se crée chaque jour et des fois facilement, des fois pas. Mhm. Alors, j'aime bien la terminologie que tu utilises. Voilà, le titre de ce podcast, c'est L'art de faire éclore la vie. Donc, tu parles d'art à travers la voix. Euh, J'appelle ça éclore. Tu parles d'envol. On parle de la même chose d'une manière un peu différente. C'est des métaphores un petit peu différentes. Donc, je comprends que tu as différents types de clients. Tu interviens auprès de particuliers, voire de professionnels de santé, en tout cas d'organismes de santé, si je comprends bien. Aussi le monde peut-être de l'entreprise, correct? Oui. Oui. Alors, oui, beaucoup d'hôpitaux. Beaucoup d'hôpitaux. Mhm. Voilà, des instituts infirmiers, aides-soignants, éducateurs pour les former justement à la médiation culturelle et à la posture, à savoir comment on accueille une Mhm. personne, la communication non verbale beaucoup, Oui. Euh, voilà, gérer son corps et l'abord à l'autre et le travail vocal dans le sens où bah, la voix accueille aussi, elle reçoit énormément, hein. Encore une fois, si on est stressé, qu'on parle comme ça ou si on a une voix très posée. Voilà, c'est tout simple, hein. Les récepteurs neuronaux reçoivent ça. Que la personne en ait conscience ou pas, elle reçoit toutes les informations du corps de l'autre. Donc, j'arrête les apartés. Donc, hôpitaux, entreprises et puis particuliers. Ouais, ouais. Particulier. Alors peut-être si on peut faire le pont justement sur le côté entreprise. Tu sais qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu en perte de sens, qui peuvent être épuisés, même si elles aiment leur travail en fait, hein. Il y a une période un peu délicate.
qu'on traverse aujourd'hui, je dirais, c'est peut-être post-pandémie. Il s'est passé beaucoup de choses. Le monde du travail a changé. La dynamique un petit peu a changé également. Euh, j'ai une question très générale, mais peut-être en faisant une réponse plus ou moins courte, je dirais. Mais qu'est-ce qu'on pourrait apprendre dans le monde du travail via l'art-thérapie? Et tu vois, alors à chaque fois, je fais une double question, donc c'est pour ça aussi que c'est compliqué, mais de répondre. Euh, je- j'ai une conviction pour ma part, et je pense que tu l'as également. Je pense que l'art peut apporter beaucoup de choses. Et l'art, on parle souvent de l'art dans des métiers artistiques. Je pense que dans le monde de l'entreprise, l'art peut apporter énormément. Et donc, la question associée à ce que je te demandais, c'est qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'art-thérapie dans le monde de l'entreprise? C'est également, sans qu'on transforme une entreprise en un atelier d'art, qu'est-ce qu'on pourrait transposer éventuellement Je de ce que tu pense, fais? Oui, oui, vas-y, je t'en prie. je pense qu'il y a un raccourci qui peut être assez clair, c'est que moi j'ai toujours du mal à me dire que, comment se dire, j'ai toujours du mal à séparer l'art de la vie comme si l'art devait s'apprendre. Mhm. Nous sommes tous des artistes et je ne le dis pas par démagogie. En fait, au même titre que je viens de dire qu'on est tous créateurs, l'humain est créateur. L'art, on a tendance à le mettre au-dessus en se disant, oh là là, les artistes véhiculent l'art. Je ne pense pas. Je pense sincèrement au plus profond de moi-même que Mhm. nous sommes tous artistes. Et euh, ce que ça pourrait apporter en entreprise, c'est de faire en sorte de faire entendre à chacun qu'il est créateur de sa propre vie. Le théâtre, c'est tout bête. Le théâtre, c'est ni plus ni moins que la vie. C'est-à-dire qu'on met la vie sur une scène. Et la transformation qui s'opère quand on fait du théâtre, c'est qu'on conscientise ce qu'on fait dans la vie pour aller le mettre sur scène. Et en fait, le travail qui s'opère, c'est la conscientisation. Donc, qu'est-ce que ça peut apporter en entreprise? Ben, que on va conscientiser son corps, on va conscientiser sa voix, on va conscientiser ses mécanismes. Donc, on se sent mieux en soi. Si on se sent mieux en soi, on se sent mieux avec les autres parce que le lien se fabrique. Et il y a une métaphore, peut-être on peut garder cette métaphore si on veut synthétiser parce que j'ai toujours du mal à synthétiser. J'aime la métaphore du soleil, Mhm. c'est-à-dire que un soleil, il brille et il donne sa chaleur, il donne son rayonnement, il donne voilà, sa chaleur, son rayonnement. Si on part du principe que nous sommes des soleils, le soleil, s'il n'est pas en combustion, en ébullition, voilà, si en lui il n'y a pas d'émulsion, il ne donnera rien. Il ne peut pas donner son rayonnement, sa chaleur. On sait qu'il est en combustion. Donc nous, il faut qu'on soit en conscientisation, en travail, en regard sur soi, en réception de joie, etc., pour pouvoir donner. Donc en entreprise, c'est ça. Si chacun travaille sur lui, il pourra mieux donner ses capacités, son travail, être généreux dans ce qu'il a envie d'offrir parce qu'il y a cette circulation. Et si chacun fait ça, du coup, chacun donne, chacun reçoit. Et je pense que alors peut-être c'est trop conceptuel, hein, mais je pense que c'est vraiment le fait de conscientiser Mhm. euh, ces mécanismes qui nous met en lien avec l'autre et qui va faire qu'en entreprise, les équipes peuvent mieux fonctionner parce qu'elles peuvent se dire les choses euh, et parce qu'elles osent être, parce que chaque individu ose être lui-même par rapport à l'autre, euh, en peut-être en, en diminuant son ego, parce que quand on travaille sur soi, l'ego petit à petit se fait moins important. Ouais, ouais, ouais. Et voilà, Il y a l'aspect, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça révèle pour moi beaucoup de choses. En entreprise, il y a cet aspect performance. Donc, il faut performer. Donc, lié à la performance, il y a un aspect jugement. Voilà, il n'a pas performé, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça, il ou elle n'a pas fait ça. Et, euh, et en t'écoutant, je me disais, voilà, demain, je fais un atelier comme tu le fais.
il y a certainement cette peur de se dire, ouh là là, effectivement, je ne sais pas chanter. Alors, tu as bien expliqué, hein, effectivement, que euh, tu accompagnais initialement et que tu mettais à l'aise pour, euh, pour expliquer qu'on sait tous chanter finalement et que ça fait partie intégralement de notre ADN. Par contre, il y a cette peur, peut-être particulièrement dans un groupe où la performance est exacerbée, où on se dit, bah, finalement, comment dirais-je? Je sais pas créer en fait. Donc j'ai cette peur et ce qui est important pour moi quand je manage mes équipes, il y a ce côté confiance. Il y a ce côté confiance et le côté confiance, souvent confiance et puis en confiance alors peut-être d'abord en soi, effectivement, confiance aux autres et puis l'aspect crédibilité. Je gagne ma crédibilité au niveau de performance que je vais obtenir moi individuellement ou via mon équipe. Donc, il y a ce côté peur, tu vois, peur de sortir euh, des exercices traditionnels où on va se concentrer sur le fait de vraiment avoir un indicateur qui sera bon, plutôt que de s'exprimer corporellement pour peut-être créer quelque chose tous ensemble. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu concrètement dans certains de tes accompagnements et comment Oui, éventuellement tu as réussi à le débloquer? mais bien sûr, bien sûr. En fait, je le débloque en essayant de faire prendre conscience à chacun. Souvent, on est en cercle, on se regarde, et j'invite chacun à se regarder et à prendre conscience du fait qu'on a tous, absolument tous, un visage différent, qu'on a tous un corps différent, qu'on a tous un bagage différent, et, et donc tous une vraie richesse. Et que le fait qu'on soit chacun tellement différent fait que on peut le prendre au négatif, hein, en se disant, oh là là, je suis tellement différent, j'aimerais bien ne pas l'être. Mais on peut le positiver en se disant, j'ai quelque chose à offrir. Alors après, offrir, c'est bien joli, mais du coup, en entreprise, ce côté performance est d'autant plus fort si chacun se dit, j'ai cette richesse en moi, je sais que je peux offrir quelque chose à cette entreprise, j'ai envie de le faire. L'autre n'est pas mieux ou moins bien, il a autre chose à offrir, etc., etc. Et si dans une entreprise, s'il y a une volonté commune d'avancer ensemble, chacun peut être valorisé dans, dans sa personnalité. Euh, donc chacun peut se dire, moi je, et il n'y a aucun souci. Je veux être le meilleur. Il n'y a là aussi aucun souci. À partir du moment où on se dit, je veux être le meilleur, mais meilleur que moi hier, meilleur que l'autre aujourd'hui, et peut-être pas demain. Et c'est pas grave. Bien sûr que l'ego est là et c'est très bien qu'il soit là. Euh, et la performance, il n'y a pas de souci. Je veux dire, performer, c'est aussi l'être humain. Au même titre qu'on est créateur, on est performeur, on aime ça. Pourquoi le faire contre l'autre alors qu'on peut le faire avec l'autre? En Oui, fait, oui, c'est dans ce sens-là que je vais aller. Et du coup, d'accord. bah, soit le dire comme ça, soit le mettre en application avec le chant. On va Mhm, chanter fort, on va chanter moins fort, on va mettre un tel en solo cette fois-ci, et puis les autres en accompagnement, et puis inversement, etc. Avec différents jeux, de pouvoir mettre, euh, euh, fabriquer des métaphores en fait, pour que chacun puisse, à certains moments, avoir son moment. alors, ça Et me que conduit à petit une autre. Ah, à, pardon, vas-y, je t'ai coupé, non, et je que te prie, petit, à excuse. petit, le travail puisse faire son chemin chez chacun pour que chacun puisse comprendre que oui, chacun peut avoir son moment et il n'y a pas de souci. En fait, ce qui m'intéresse dans ce que tu dis, c'est, tu vois, côté dans des entreprises, on est tous bombardés d'emails, d'appels permanents. Il y a cette notion de vitesse, vitesse, on court, on court, on court. Et en t'écoutant, je pense qu'il y a quelque chose qui sort, qui est très présent. Et ça sera peut-être une dernière question avant d'en poser une peut-être pour une clôture, pour la clôture.
est-ce que finalement, une certaine forme de lenteur, euh, comment dirais-je, d'imperfection, d'exploration, est-ce que ce ne sont pas des éléments indispensables pour pouvoir créer et tout simplement vivre sereinement, à nouveau, dans notre vie de tous les jours ou dans le monde du travail? Est-ce que tu Com- partagerais cette façon de présenter les choses? Complètement, complètement. On est sur du temps long. On veut toujours Mhm. du temps rapide, on veut toujours aller vite, mais notre vie se fabrique sur du temps long. Donc oui, complètement. J'ai retenu la lenteur, mais je n'ai pas retenu les deux autres mots que tu as Perfection, donnés. l'exploration, Mais l'imperfection. Ouais. voilà, évidemment, pour Mhm. moi, on est dans un immense laboratoire. J'ai dit Mhm. labyrinthe, donc ça aurait pu être aussi labyrinthe. Faut voir. Un laboratoire labyrinthe. On passe notre temps à explorer et ce serait dommage d'arriver à se Mhm. dire, ça y est, je suis parfait, j'ai toutes les réponses. Je pense qu'à ce moment, on peut mourir, en fait. On n'a plus qu'à. Je veux dire, au moment où on arriverait à se dire, je suis parfait, Mhm. je n'ai plus rien à explorer. Ah ben d'ailleurs, je me permets une petite métaphore que j'ai entendue de Lassa, une chanteuse magnifique qui parlait de son papa, qui lui disait, tu sais, ma chérie, euh, euh, un bébé qui est dans le ventre de sa mère, il est au départ tout petit comme ça, et puis il grandit, il grandit, il grandit, il grandit. Et quand il a fini de tout explorer dans ce petit monde, hop, il va vers la lumière et il arrive dans notre monde à nous. Et peut-être que un individu, quand il grandit, il grandit, il grandit, il grandit, et qu'il a exploré tout ce qu'il avait à explorer, et ben hop, il va vers la lumière, et peut-être qu'il va vers un autre monde. Et j'ai toujours trouvé cette image magnifique, parce qu'effectivement, quand on a fini d'explorer, ben, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ouais, exactement. Alors, j'ai une dernière question. Je vais essayer de faire une question rituelle. Je vais te demander de faire une réponse plutôt courte, si tu veux bien. Avec plaisir. Cette question rituelle, ce serait à quoi ressemble selon toi une vie qui éclot vraiment? Peut-être en une minute. D'habitude, 3 heures quand on était en couple. Alors, une minute. À quoi ressemble une vie qui est clos? Ah, j'ai plusieurs réponses, mais vu qu'on est sur la voix, je vais le faire en vocal. Euh, c'est une vie qui peut... euh, oh, c'est très très dur. Euh, une vie qui peut à la fois être lourde et légère dans le sens où une vie qui peut ressembler à celle d'un arbre, avoir des racines profondes qui peuvent vraiment s'ancrer et aller toujours vers la lumière, vers l'élévation intérieure et qui peut, voilà, s'étirer au même titre que je le fais en technique vocale, s'étirer dans ces deux directions euh, pour pouvoir être dans cette légèreté de l'envol. Je ne sais pas si je suis à une minute, mais de Oui, en tout pouvoir, cas, c'est beau. ouais, pouvoir être dans cette légèreté de l'envol, dans le sens où on peut penser, si je le mets par rapport au chant, on peut penser qu'il faut faire des efforts, qu'il faut vraiment faire des efforts, alors qu'en fait, quand on réussit à mettre en place une certaine technique, on ouvre, on fait couvrir et on allège le corps, on le détend et on peut recevoir beaucoup mieux en fait. Donc ce serait une vie où on est capable de recevoir comme cette fleur qui éclot et qui au départ est fermée et qui peut Et, recevoir la lumière. et Je dirais recevoir la ça. lumière. Ouais, très bien. Écoute, merci beaucoup, Ruth. Écoute, c'est Je passionnant t'en de t'entendre parce que on comprend que tu es effectivement une experte dans la voix et effectivement également la voix, ce que tu dégages à travers ta voix est particulièrement également inspirant. Je veillerai à ce que tes coordonnées soient disponibles sur les infos de ce podcast si quelqu'un souhaitait te contacter. Je te avec remercie grand beaucoup. Oui.
Merci beaucoup, D'accord. Ruth. Donc, nous arrivons au terme de cette conversation. Je vous invite à faire une pause. Cet échange n'était pas une réponse pour optimiser sa vie, mais une invitation à réfléchir à ce qui permet aux êtres humains de vraiment s'épanouir. Merci d'avoir écouté l'art de faire éclore la vie. Prenez soin de vous et continuez de grandir à votre manière. Merci.